merci à Chloé Claire, qui est la CEO de Namer. On va comment on le prononce. Et à Pascal Féliot, qui est le directeur de l'offre des opérations d'assurance et des partenariats chez TLM. Voilà, merci à tous les deux d'être présents ce matin avec nous. J'imagine que vous connaissez tous TLM, parce que c'est une marque qui monte dans l'assurance, qui gagne des parts de marché, qui étend ses réseaux. Donc une mutuelle d'assurance, mais que Pascal va peut-être nous représenter pour bien partir du modèle. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'échanger sur la collaboration qui est en cours entre TLM et Namer, qui est une InsurTech sur la donnée, mais on va présenter Namer plus en détail. Peut-être Pascal, peux-tu nous rappeler le modèle de TLM, d'où vous partez et où vous allez dans ce chemin d'assurance? Oui, merci. Donc, TLM Assurance, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on en était à 60 ans. Donc, nous, c'est 201 ans. Donc, on va peut-être avoir le record de la matinée, en fait, de la durée de vie. 201 ans, mais avec une promesse qui est TLM innove pour ses clients. Donc, on combinait notre histoire et l'innovation. Globalement, TLM, en 2 mots, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 agents généraux en France et un acteur généraliste, yard et assurance de personnes. Donc la question qui se pose pour nous en termes d'innovation, c'est comment on fait pour une société de notre taille, finalement de taille moyenne, c'est 500 personnes, si j'exclus évidemment les réseaux de distribution, pour innover. Donc il y a 2 types d'innovation chez nous. Il y a celles qu'on peut faire nous-mêmes et celles qu'on va faire avec d'autres. Si je prends quelques exemples, si on commence par le physique, on a eu il y a quelques années le prix de l'innovation pour notre modèle de création d'agence. Donc là, on est dans le très physique. Et puis, on a monté avec Generali et Pacifica, donc d'autres assureurs, par exemple, une société qui s'appelle Careo Horizon et qui s'occupe de faire du case management, donc aider les victimes de corporels à bâtir un projet pour se reconstruire. Donc c'est à la fois très beau et innovant, avec de belles histoires à raconter. Donc ça, c'est un aspect innovation très physique. Il y a évidemment l'innovation produit. Donc soit des fois on l'a fait nous-mêmes, soit notre dernier produit qui est sorti, c'est l'emprunteur. On ne connaissait pas, donc on s'est associé. On a travaillé avec le groupe Meilleur Taux, on a travaillé avec les meilleurs cabinets pour co-construire ensemble une offre. Donc ça aussi, c'est l'innovation. Et dedans, on a créé une formule innovante pour laquelle on rembourse pendant les 2/3 de la durée du prêt. Sur la donnée, puisqu'on arrive à la donnée, et c'est le sujet du jour. Donc il y a des innovations qu'on peut faire en interne, on va dire, quand ça va concerner vraiment notre modèle de distribution, ce qu'on veut faire en termes de valeur client, ce qui est très lié finalement à TLM dans son histoire, dans son ADN. Et quand on veut changer un peu de paradigme, faut qu'on travaille avec d'autres, il faut qu'on travaille avec les meilleurs experts. Et il y a 2 types d'experts en fait. Il y a les experts de la donnée, clairement aller chercher des données, les construire, les préparer. C'est un métier qui est trop compliqué pour nous, pour lequel il faudrait qu'on investisse beaucoup trop pour cela. Et puis l'autre partie, et là en l'occurrence on avait travaillé avec Adactis, Guillaume Kella, sur la partie aller chercher des nouveaux modèles de tarification. Et là, c'est plutôt avec des cabinets spécialisés en actuariat. Donc voilà en gros comment TLM s'organise pour innover. Donc voilà, une belle dynamique qui est lancée. Donc du coup, comment vous êtes rencontrés? Est-ce que c'est Namer qui a sollicité TLM ou inversement? Et puis donc Chloé, peut-être nous présenter donc Namer, ton positionnement, ta proposition de valeur, comment tu travailles avec les assureurs. Et on ira après plus en détail dans le partenariat. Donc, Namer, on le prononce Namer parce qu'en fait, c'est la contraction de Name Reality, qui est en fait une contraction de notre vision, qui est de décrire le monde physique par la donnée. Et on a commencé en particulier par décrire les bâtiments dans leur contexte, dans leur environnement. On existe depuis 4 ans, on est une 50aine de personnes et on travaille dans plusieurs domaines. Mais avant tout, on travaille donc avec des outils de machine learning à décrire et caractériser les bâtiments avec plus de 250 informations qui sont très variées et très multicritères. Presque au début de Namer, on a rencontré Adactis, donc notre partenaire actuarial.
avec qui nous avons développé une offre dédiée au marché de l'assurance et en particulier au marché de l'assurance multirisque habitation, parce qu'on se rendait compte qu'en fait, lorsqu'on est capable de caractériser un bâtiment par son nombre de Velux, savoir s'il est mitoyen, loin d'une bretelle d'autoroute ou précisément quels sont ses risques en sécheresse ou en inondation, eh bien tout cela pouvait accélérer en fait des modèles assurantiels de prédiction de risques en fréquence et en coût. Et c'est avec une relation qui existait déjà entre Telem et Adactis que nous avons été présentés à Telem et que l'on s'est rencontrés et que nous avons testé pendant cette année, ce que l'on appelle donc les smart data, les data du bâtiment appliquées au modèle de risque de Telem. Juste avant que Pascal poursuive, sur ton business model, c'est tu vends de la donnée, tu vends du service, comment ça fonctionne? C'est un business model data as a service, donc on prend un abonnement annuel pour une certaine quantité de données et en permanence, on va aller piocher la donnée. C'est un modèle live parce qu'on caractérise des adresses, donc à tout moment, on peut taper une adresse et obtenir les informations sur la caractérisation de cette adresse. Donc ça fonctionne très bien en modèle de souscription, mais on peut aussi le faire sur tout un modèle de stock avec des mises à jour parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très modifiées dans les bâtiments, mais tout ce qui est risque climatique évolue beaucoup. Les prédictions du risque climatique sont de plus en plus précises, etc. Donc nous, on a ce modèle live des caractérisations du bâtiment, soit à l'adresse, soit au stock. On va revenir sur Pascal, donc sur le produit MRH, hein, c'est là-dessus que vous l'avez appliqué. Comment vous avez travaillé avec Nemer? Comment vous avez, avec vos équipes d'actuaires et d'équipes de l'offre, hein, travaillé pour se dire finalement quelles sont les données qu'on veut utiliser, comment on intègre ça dans une tarification, dans une souscription? Est-ce qu'on peut aussi utiliser ces données pour améliorer l'expérience de l'assuré? Peux-tu nous expliquer comment ça vous avez procédé opérationnellement pour mettre en place ce partenariat? Alors, ça fait beaucoup de questions. Donc, dans l'ordre, ce qu'on peut dire, c'est que ma conviction profonde, c'est que de toute façon, les données externes, ça va simplement révolutionner. Et voilà, j'utilise ce terme à juste titre, je pense. Le monde de l'assurance. Pourquoi? Parce que tu l'as dit tout à l'heure dans l'intervention précédente. On est toujours tiraillé entre deux objectifs. Le premier objectif, c'est bien sûr d'avoir le maximum de données possibles pour nos assurés, hein, sur nos assurés, et principalement à la souscription. Pourquoi? Parce qu'on veut tarifer au plus juste, hein, parce que on parle d'expérience client, mais la première base, c'est d'avoir quand même un tarif compétitif, sinon on n'arrive pas jusqu'à l'étape expérience client. Donc pour avoir des tarifications très fines, il faut avoir beaucoup de données. Et puis de plus en plus, on utilise ces données aussi en souscription pour essayer de mieux connaître le client, lui faire la meilleure proposition, etc., etc. Donc on a besoin de beaucoup de données pour faire des algos. Et puis à l'autre bout, on l'a vu juste tout à l'heure, on dit à l'assuré, écoute, je vais pas te poser 50 questions avant de souscrire. Donc la question, comment on fait? Et en fait, on a tous eu des débats dans les compagnies qui duraient des heures en se disant, qu'est-ce qui est mieux pour le client? Je lui demande 3 données de plus et je lui donne un tarif plus compétitif, ou est-ce que je lui raccourcis son parcours de 5 minutes en enlevant ces 3 données? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais plutôt chercher l'un ou l'autre? Les deux, c'était dans l'esprit du client, mais on avait du mal à choisir. Là, ce que ça change totalement les données externes, c'est qu'on n'a plus à choisir. C'est-à-dire que les données, on les a, mais on les récupère à l'extérieur. Donc en fait, on n'a pas à poser la question à l'assuré. Donc pour moi, le principal usage, le premier, c'est la souscription. Pourquoi? Parce qu'en fait, la modulation de tarifs est bien sûr importante une fois qu'on l'a en stock, mais d'un autre côté, on ne va pas lui dire l'année d'après, on t'augmente ton tarif de 15 ou on le baisse de 15, ça ne fait pas très sérieux. Donc les modulations sont forcément plus fines après, même si elles sont réelles et utiles. Et donc en fait, l'important, c'est d'avoir ces données dès la souscription. On a bien sûr travaillé en essayant de prendre un maximum de données possibles, tout ce qui était fourni en fait par Namer. Et puis les équipes de Guillaume d'Adactis ont travaillé en commun avec nos équipes pour essayer de trouver, bien sûr, je dirais, là on est de la tarification classique, quelles sont les variables en fait qui sont les plus significatives, lesquelles on retient, lesquelles on regroupe, et puis faire un modèle de tarification. Et puis au fil de l'année, on a réussi à bâtir un modèle de tarification, qui fonctionne, 2, qui a un pouvoir prédictif bien plus important. Alors on dit quoi, 30%, c'est dans ces eaux-là à peu près ce qu'on a trouvé. Ça dépend les indicateurs qu'on prend, mais voilà, donc qui est plus prédictif et qui
si je l'utilise tel quel, nous permet éventuellement de décider plus tard de enlever des informations, de poser moins de questions à nos clients. Donc c'est un choix après qu'on a. En fait, on a un modèle qui est plus puissant. Après, est-ce qu'on l'utilise tel quel ou est-ce qu'on décide d'enlever des informations de l'assuré? Donc ça, effectivement, c'est le type d'utilisation en souscription. Mais on peut faire plein d'autres choses, puisqu'on peut faire de la prévention, évidemment, puisqu'en fait, ces données sont très précises. Donc je sais si l'assuré, il habite, sa maison est au-dessus d'une colline ou en bas. Si au-dessus de la colline, il est plus sensible au vent. Donc déjà, je peux lui dire, voilà, au moment de la souscription. Donc ça, là, on est dans le conseil, en fait. Voilà. Et puis après, je peux l'utiliser aussi en indemnisation, hein, puisqu'en fait, en indemnisation, quand je vais voir le client au téléphone, je vais visualiser son environnement, toutes les données que j'ai pu récupérer sur son bâtiment. Donc déjà, en termes de proximité, il a l'impression que je le connais mieux. Voilà, donc en termes d'expérience client, là, en termes de relations humaines, c'est très fort. Et puis, je vais potentiellement être bien sûr plus pertinent sur la solution d'indemnisation que je vais pouvoir lui proposer. On voit que c'est un travail partenarial où on met toutes les données à plat et on fait ce trade-off que tu évoquais entre ce qu'on peut intégrer vraiment dans le parcours. Chloé, peut-être nous faire rêver, quelles sont les données qu'on peut avoir grâce à vous sur les bâtiments qu'on n'aurait pas facilement? Quelques exemples. D'accord. Quelques exemples. En fait, on va caractériser les bâtiments déjà morphologiquement, quantitativement et qualitativement. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses très simples comme des empreintes au sol, mais ensuite un peu plus complexes comme des orientations de toit, des azimuts, des nombres d'étages, des nombres d'appartements dans un logement collectif. On va avoir énormément de données quantitatives, une surface exacte de façade, une surface exacte de toiture, une hauteur exacte de bâtiment. Et puis ensuite, ce bâtiment par rapport à sa parcelle, par rapport à son environnement. Vous allez avoir des ratios de surface végétalisée, des distances de ce bâtiment par rapport à la prochaine station de pompiers ou par rapport, je le disais tout à l'heure, à une bretelle d'autoroute ou encore par rapport à un certain nombre de services qui vont être importants, un transformateur électrique, des choses comme ça. Ça, c'est tout le quantitatif. Après, il y a le qualitatif. Le qualitatif, on va faire beaucoup de choses en computer vision, donc en reconnaissance d'images, et en particulier d'images satellitaires ou aériennes. Donc, on va pouvoir vous dire si une maison individuelle, un bâtiment tertiaire, un hangar agricole possède quelle typologie de matériaux de toit, possède des Velux, possède donc justement de l'amiante, si on peut le voir sur les locaux agricoles. On va aussi voir s'il y a des piscines. On va voir la taille du jardin. On va voir s'il y en a un, etc. Donc, on va voir beaucoup de choses. Et puis après, on va creuser des thématiques. Nous, un autre cas d'usage autre que l'assurance, c'est celui de la rénovation énergétique. Donc, à partir de différents modèles de machine learning et de règles métiers de thermicien, on est capable au jour d'aujourd'hui d'avoir à la fois les consommations d'énergie théorique de n'importe quel bâtiment, leur étiquette DPE. On est aussi capable de savoir quelle est la source de chauffage. Et puis, on va ensuite continuer et itérer sur d'autres thématiques, de la biodiversité, des trames bleues, des trames vertes, de l'équipement de la maison, quelles sont ses connectivités, quel est quel télécom le relie. Et ensuite, on va beaucoup travailler sur le risque climatique passé, avec des indices qui vont vous intéresser dans le domaine de l'assurance, mais aussi projetés, parce que même si les modèles assurantiels sont principalement faits avec de la probabilité, j'imagine que de plus en plus, il va y avoir du machine learning et de la projection, de la prédiction. Et on voit bien les accélérations qu'il y a actuellement. Donc, en fait, ce qu'on est capable de... On travaille avec des laboratoires. On travaille avec, par exemple, le LMD, le laboratoire de météorologie dynamique de l'X. On travaille avec des gens tels que Hydroclimat, qui sont des gens qui prédisent, en fait, des inondations, qui prédisent des mouvements climatiques qui vont vous intéresser et qui vont vous permettre, justement, de faire ce rôle d'assureur conseil, c'est-à-dire en fait de se dire, suivant les échelles de scénarios de changement climatique qui sont devant nous, voilà les risques que tout ce stock de clients va pouvoir avoir. Et je note, là, on est sur l'exemple de la MRH, mais on travaille aussi, toutes ces informations, on les a aussi sur tous les bâtiments tertiaires et sur tous les bâtiments agricoles.
On pourrait On a un imaginer de jeu très vaste. l'appliquer sur le multirisque industriel, sur les usines, sur l'agricole. Tout à fait. Voilà, donc il y a d'autres cas d'usage potentiels que la MRH. Voilà. Et nous, on est véritablement donc un acteur de producteur de données, donc cœur de métier, on se concentre uniquement là-dessus. Et c'est pour ça qu'on s'associe avec, par exemple, Adactis, pour nous guider dans la donnée qui a du sens pour l'assureur, la donnée métier. Et à chaque fois, quand on va travailler pour une industrie, on va se faire guider par cette industrie pour nous dire quelles sont les données pertinentes, les unités pertinentes, les historisations pertinentes pour pouvoir travailler. Donc nous, on prend pas la place des acteurs métiers. On se concentre pour fabriquer des données à forte valeur ajoutée et chacune avec un indice de confiance, puisque ce sont des modèles de machine learning. Chaque donnée est envoyée à nos clients avec un indice de confiance. Donc, on sait à peu près si le modèle a parfaitement prédit ou a eu plus de difficultés. Donc merci Chloé, parce qu'on voit qu'il y a une grande profondeur de données auxquelles on peut aller naviguer en espérant pas de s'y noyer. Et du coup, tous les deux, vous évoquez le fait que ça permet d'augmenter ou de changer le rôle de l'assureur en apportant plus de conseils, plus de services. Tu parlais de la rénovation énergétique, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager côté Telem? Peut-être pas dire finalement j'assure, mais peut-être on peut aussi optimiser le budget de nos clients. Enfin, il y a les primes rénov. Se dire est-ce qu'il n'y a pas une expérience client qu'on peut encore aller prolonger, quoi? Alors, bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut faire avec ces données. Nous, on a plutôt une logique de rester très centré en fait sur l'assurance. Donc, c'est notre logique, c'est notre choix en fait. Donc, on va plutôt aller vers la prévention, mais typiquement, là, on voit qu'on peut le faire, mais y compris sur le stock. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai parlé de la souscription pour la tarification, mais là, je peux très bien aujourd'hui rebalayer tout mon stock, regarder ceux qui ont le plus de risques, aller les voir et faire un entretien avec nos agents généraux, par exemple. Je peux envoyer les agents généraux, ça fait un entretien finalement très qualitatif en fait pour exprimer ça. Donc nous, on va plutôt l'utiliser sur du service, on va dire non payant, mais effectivement, d'autres pourraient faire des choix différents et dire j'en profite pour mettre en avant un partenaire de travaux, de rénovation énergétique ou autre en fait. Mais nous, notre logique reste quand même très très assurance. Voilà. Mais pour l'extension, effectivement, on est en train de travailler là sur les aspects multirisques professionnels, sur les aspects immeubles, voilà, pour étendre en fait l'utilisation de ce qu'on a vu sur les maisons à l'ensemble en fait des bâtiments pour lesquels on a des données supplémentaires à disposition. Une extension de ces données externes dans les différents produits qui seraient éligibles à cette approche. Donc effectivement, on voit qu'il y a un champ important. Est-ce que vous avez des rêves inassouvis, je sais pas, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour aller plus loin? On peut parler de la maison connectée, il y a les assureurs qui mettent des télésurveillances aussi. Enfin, est-ce que justement ce que vous êtes en train de faire, c'est un peu les prémices de ça? C'est-à-dire, déjà, j'optimise mon modèle actuel, mais j'ai plein de données de plus. Mais j'ai un champ encore qui peut s'offrir demain. Comment vous voyez ça tous les deux? Moi, je pense qu'il y a un vrai rôle proactif que peut jouer l'assureur auprès de ses clients et que nos données peuvent le permettre. Pascal l'évoquait tout à l'heure, mais je pense qu'on peut vraiment aller plus loin, alors suivant les stratégies de chacun. Mais on est aujourd'hui capable, à l'échelle, à la maille micro d'un bâtiment, de savoir quels sont tous ces risques potentiels. Et avec énormément de simulations, on peut vraiment les prédire dans le futur. Et moi, je pense que c'est ça qui est vraiment très important, c'est de se rendre compte en fait des risques humains, des risques climatiques qui peuvent être liés à un bâtiment. Aujourd'hui, on a toute la connaissance pour les connaître et pour les prédire. Et ça, je pense qu'il faut vraiment s'en emparer, aussi bien pour l'assureur que pour tous les acteurs autour de l'immobilier, pour éviter évidemment des drames humains, mais aussi pour prévenir et mettre en valeur en fait le cycle de vie d'un bâtiment, le fait qu'il vaut mieux rénover aujourd'hui que faire des choses plus tard. Et j'espère que peut-être que les assureurs vont pouvoir, s'il faut avoir un rêve, vont pouvoir vraiment
aider les particuliers comme les professionnels à transformer leur bâti. On parlait de rénovation énergétique, ou même ou à les transformer pour être mieux protégés en cas d'inondation, en cas de remontée des eaux qui n'existaient pas par le passé, mais qui vont venir, ou par aux fortes tempêtes, et le faire avant que les drames arrivent. Et arriver à avoir tout ça dans un coût global où on arriverait à le financer pour ces particuliers ou pour ces professionnels. Je pense que, parce qu'aujourd'hui, technologiquement, c'est possible. Après, on sait tous qu'on peut faire énormément de choses technologiquement, mais qu'il y a l'humain et qu'il y a les modèles financiers aussi derrière. Moi, je dirais on peut avoir deux rêves en tant qu'assureur, deux rêves un peu extrêmes. Je dirais un rêve d'assureur direct, digital, et à ce moment-là, le rêve, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'adresse. C'est-à-dire, vous tapez votre adresse, vous choisissez votre couverture, ou même en fonction de votre adresse, de votre quartier, etc., je peux déjà avoir une idée du type de couverture que vous allez vouloir, parce que je sais où vous habitez, donc généralement, on a une idée en fait du mode de vie. Donc ça, je dirais, c'est plutôt un rêve d'assureur digital qui est moins notre modèle, mais des fois, on fait des choses aussi en dehors de nos modèles avec des partenaires. Donc ça, c'est un premier élément qui pousserait à l'extrême, finalement, le concept. Et puis, à l'inverse de la chaîne, c'est mon agent général en face du client qui a toutes les données qui s'affichent et qui passe un quart d'heure avec lui à discuter de sa maison, de son bien, de où elle est située, de comment je dirais avoir un rôle de prévention qu'on citait très important. Et du coup, finalement, dans la conversation, on dérive sur la voiture, on dérive sur un conseil global, et puis à la fin, on a une proposition d'assurance où finalement le tarif correspond à la couverture, correspond au conseil, et finalement est qu'un accessoire en fait du service qui a été proposé. Donc en fait, c'est un peu les deux extrêmes. Soit on l'utilise pour un service à très forte valeur ajoutée, soit en extrême pour, je dirais, un parcours très très fluide. Et puis par rapport à ce que tu évoquais sur tout ce qui est maison connectée ou autre, perso, j'y crois pas trop, voilà, dans le sens où l'assurance est déjà assez complexe comme ça. Si on arrive à simplifier la souscription, c'est bien. Après, si on rajoute beaucoup d'éléments, on commence à arriver à avoir des éléments, je dirais, très très lourds à gérer pour le client, et qui finalement, en tant qu'assureur, nous intéresse un peu moins, parce que une fois que l'assuré est assuré depuis 3 ans chez moi, que j'ai son auto, son habitation, sa santé, honnêtement, je le connais vraiment très bien, et j'ai plus besoin finalement d'aller acquérir des informations supplémentaires, puisque j'ai déjà récupéré tout à la souscription. Merci à vous deux pour ces échanges et le partage de cette innovation de partenariat qui est hyper intéressant, et je pense qu'il a inspiré pas mal de gens dans la salle. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis.